La dernière présentation, question-réponse, et ça sonnait comme quelque chose que j'avais déjà vu, hein. Moi aussi, j'ai tendance à être un peu, avoir des présentations un peu provocantes et je pense pas que celle-ci va être différente de mon expérience habituelle. Mais je veux commencer cette présentation avec une question et je vais terminer la question avec la présentation avec une question. Et je disais ça à mes étudiants. Qui Antiracisme, de quel antiracisme parlons-nous? Diversité, équité et inclusion dans son contexte, là, mais contrairement à DEI, là, on parle vraiment de race, de genre, de sexualité, toutes ces choses. Donc, je me dis, quel antiracisme, hein? Parce que tout ça avec le DEI, là, qui se présente pas juste en Amérique, là, mais dans d'autres pays aussi, dans le monde. Il y a différentes façons et il y a des façons de bien le faire. Alors, je vais sortir de là et vous montrer l'Université Oakland au Michigan là, vient de mettre quelque chose aujourd'hui qui disait, écoutez, on n'essaye pas de se débarrasser de DEI, on veut bien le faire et on reconnaît que c'est mal fait dans différentes situations. Donc, ils disent, les critiques de la droite et beaucoup de la gauche aussi, là, c'est pas juste la droite contre la gauche du tout, là. Parler de DEI pour endoctriner les étudiants et de sous-estimer les valeurs académiques. Plusieurs États ont passé des lois anti-DEI sur les collèges d'étudiants, de collèges et d'universités. Encore plus le terrorisme, le 17 qui est arrivé là, pour aider à cultiver l'antisémitisme. Tout ça est bon, mais le mauvais DEI que je vais parler là, va perpétuer ces choses. Plus tard dans cet article, plus loin dans l'article, je pense qu'il n'y a pas la bonne page qui nous démontre, malheureusement, là. Alors, l'inclusion en se recommettant, en amenant des libre l'expression, là, la conformité là, en présentant des concepts sur l'identité et l'oppression comme étant indisputables. Ça peut causer les gens qui questionnent ce narratif d'être appelés bigot ou insensibles, ce qui, ça contribue l'exclusion et la conformité. On devrait juger les idées par leur mérite et pas par l'identité de la personne et son statut. De faire autrement, ce serait d'être dans le cercle qui est immunisé contre les preuves externes et sacrifier la mission académique d'éducation, d'études supérieures. J'espère que je vais faire fonctionner mon PowerPoint cette fois-ci, là. On est au même problème. Est-ce qu'on peut le faire comme ça? Ah, là, je pense. Vous l'avez maintenant. OK, formidable. Donc, je pose la question là, de quel antiracisme, comme l'article suggère, il y a différentes façons hein, qu'on peut voir ça et approcher cela. Pour un manque d'une meilleure façon de le dire, là, la bonne façon et la mauvaise façon. La mauvaise façon, l'antiracisme ou équité, diversité et inclusion, là, je vais utiliser ce terme, c'est sous-jacent par la justice critique sociale et je vais essayer de l'expliquer dans ma présentation. Mais maintenant, posez-vous la question, de quel antiracisme? Si quelqu'un dit on fait de l'antiracisme, DEI et ces choses-là, mais lequel? Le DEI à qui? Que celui que le président et la faculté veulent promouvoir ou le DEI qui est très libéral et qui est aussi un peu raciste en lui-même. Et c'est pour cela que j'ai nommé cette présentation anti-racisme, mais anti n'importe quoi sauf le racisme, de remettre l'emphase sur l'individualisme et l'éducation et l'agence. Alors, je vais me débarrasser de ça. Merci. Désolé. Le racisme d'un tout autre nom.
Qu'est-ce que je veux dire par ça? Eh bien, il y a le racisme traditionnel et il y a ce que j'appelle prescriptif ou prescriptif. Alors, je vais réduire ça plutôt là, plus tard, là. Mais le racisme descriptif, c'est traditionnel, hein, basé sur les groupes raciaux agissent typiquement pensant que un groupe de personnes était inférieur à toi, là, ça, c'est le racisme traditionnel. Un exemple, un professeur black au département de mathématiques, sûrement, c'est des mathématiques noires. Mais prescriptif ou proscriptif, c'est un peu différent. Le préjudice est basé sur comment les gens devraient agir ou ne pas agir. Prescriptif, proscriptif. Un professeur noir dans les classes de maths, quoi, il pense qu'il est blanc ou quoi, là? Il est mieux d'enseigner les mathématiques noires. Voyez-vous, ça passe, je présume qu'il fait ça à il est noir, il devrait faire ça. Et s'il ne le fait pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai raccourci là, pour dire prescriptif ou prescriptif, hein, comme d'habitude. Alors, quand je dis descriptif, le racisme descriptif, c'est ce que je veux dire. Et à moins de penser que mes mathématiques, là, c'est quelque chose que j'ai sorti d'un chapeau magique, là. Il y a les maths équitables. Les enfants noirs, ils apprennent les mathématiques différemment que les blancs. Ça fait partie de le focus d'identité qui sort la façon négative de DEI, mais je veux partager un exemple plus populaire de racisme prescriptif. Et ça vient d'un politicien que j'oublie son nom, là. Je l'ai sur le bout des lèvres, là, mais je ne me souviens pas. Ça va me revenir. Eh bien, je te dis quoi? Si tu as un problème à découvrir si tu es pour moi ou trompe, eh bien, tu n'es pas noir. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Cette personne a une prescription. Elle prescrit un comportement, des attitudes ou des croyances attribuées aux gens noirs. Et si ils n'obéissent pas à ces valeurs, ces attitudes, eh bien, ils ne sont pas authentiquement noirs. C'est prescriptif, c'est du racisme prescriptif. C'est associé souvent à. Il n'y a pas de vrai Écossais, là, cette fausseté. Il n'y a pas de vrai Écossais là, à essayer de éliminer la preuve qui refute les croyances d'un gens en donnant des fausses catégoriquement. Et cette fausseté est aussi connue sous un appel à la pureté. Ça, c'est très dangereux d'expliquer les choses. Un sang pur, une race pure, hein, on a déjà entendu ça. Voici un exemple. Jim dit, il n'y a pas de vrai Philadelphien qui vote pour les Cowboys. Il dit, mon oncle est pour les Cowboys de Dallas depuis qu'il a grandi en Philadelphie. Mais j'ai dit, pas de vrai Philadelphien encourage les Cowboys de Dallas. Jim a raison, mais c'est une fausseté logique hein, qui appelle No True Scotsman. C'est ce qu'on appelle le racisme prescriptif, c'est d'applier la fausseté No True Scotsman. Pas de vrai Écossais. Alors, qu'est-ce que l'essentialisme? Le racisme prescriptif, c'est ça. Alors, on centralise un groupe de personnes et avec les comme que j'ai entendu, on peut avoir un essentialisme. Ça veut dire que quand quelqu'un vote pour certains droits civils, c'est mieux de se tenir ensemble comme unité entière parce qu'il y a du pouvoir dans le nom. Mais quand on a acquis ce qu'on cherchait, eh bien, maintenant, on recherche l'essentialisme. Le problème avec l'essentialisme, c'est à quel point la qualification est stratégique. Eh bien, ça l'amène au racisme prescriptif. Anne Phillips, sa définition là, sur ça, elle a écrit très, très court comme document, là, mais direct au point par rapport au genre d'essentialisme. L'essentialisme, c'est le traitement de certaines caractéristiques comme celle qui définit quiconque dans la catégorie comme caractéristique qui ne peut pas être questionnée ou modifiée sans sous-estimer la déclaration de quelqu'un d'appartenir à un groupe. Le poids normatif, c'est souvent imposé par l'extérieur à des gens qui ont des stéréotypes et qui veulent catégoriser ceux qui démontrent un comportement aberrant. Le politicien blanc et noir, là, ce que j'ai partagé tout à l'heure, là. Quelqu'un de l'extérieur du groupe qui vont dire ben, ces gens de ce groupe-là devraient se comporter d'une certaine façon.
incapable de gérer l'idée que les activités, les intérêts ou les qualités considérées intrinsèques à une catégorie de personnes et d'autres à une autre catégorie, ils vont recatégoriser la personne comme ça. Alors, le côté le plus dommageable, là, c'est la façon la plus normative d'imposer dans la collectivité. Comme ça, les gens se sentent répudiés avec continuer à considérer leur propre communauté. Alors, c'est l'extérieur qui amène quelque chose à l'intérieur d'un groupe dont ils ne font pas partie. Alors, qu'est-ce que le racisme prescriptif fait? Eh bien, c'est un narratif quelconque, là. Un créé par la justice sociale créative, mais la personne, le narratif les protagonistes sont abaissés, victimisés les gens de couleur. Je parle de race. Antagonistes, c'est les gens blancs, un privilège hégémonique là, qui ne se sentent pas victimes. Les alliés sont les amis des protagonistes, c'est des gens blancs qui ne se sentent pas comme des victimes, là. Christine Baltry, je pense que l'Université de New York a écrit un article pour le Washington Post, si je ne me trompe pas, là, parlant de la blancheur multiracique, hein, des gens de couleur qui ont voté pour Trump. Alors, ça veut dire qu'ils n'agissaient pas vraiment selon leur race, mais ils agissaient comme des Blancs. Ils étaient de multiracial dans leur groupe, mais ils agissent blancs. Alors, c'est pour ça qu'elle disait que multiracial blanc. Les gens de couleur qui ne connaissent pas leur rôle connectif, eh bien, sont hors script, hein, et ils n'agissent pas selon le script que le narratif de victime amène. Alors, on a des synonymes, hein? On appelle Uncle Tom, traite, Oreo, Twinkie, Coconut. Ça, c'est les plus gentils en passant. Quel est ce script? Quelles sont les prescriptions pour la race et le racisme? Eh bien, ça varie dépendamment des races, mais on peut obtenir beaucoup d'informations là, sur cette page sur l'aspect et les présomptions de la culture blanche aux États-Unis. Ça, c'était très célèbre ou infâme plutôt. On a mis ça au Smithsonian, le site web, comme exemple de comment faire l'antiracisme et le DEI. Regardons les aspects de blancheur et voyons à quel point la culture blanche peut être oppressive aux gens qui ne sont pas blancs. Alors, ça suggère quoi? Pour être une personne blanche typique, eh bien, tu dois croire dans l'individualisme, l'autodépendance, l'autonomie, c'est une haute valeur, c'est récompensé. La compétition étant numéro un, alors la justice, la communication, le roi est anglais. Les jours de vacances, focus sur l'histoire, une éthique de travail protestante, l'emphase sur les méthodes scientifiques. Regardons ici, là. Penser d'une façon linéaire, objective, ça c'est blanc, qui suggère fortement que ce n'est pas pour les Noirs. La relation de cause à effet, l'emphase quantitative. Donc, on n'a pas toute la journée, là, donc on va continuer. Le temps adhère à des horaires rigides, c'est une commodité. L'orientation future planifiée pour l'avenir. Et gratification retardée, ça, c'est quelque chose pour les Blancs. Alors, si je mange pas ma collation avant le souper, eh bien, j'agis comme un Blanc. Et je ne repousse pas ma gratification pour me régaler dans le souper. La structure familiale, nucléus et religion statique. Et certains de ces points là, font du sens. Pendant très longtemps, euh, c'était le standard blanc en réalité, là, et quiconque qui n'était pas blanc ben, ne faisait pas partie de cette catégorie. Donc, je pense que ça a changé beaucoup en 2024, mais il fut un temps au pays où c'était le cas. Donc, il y a plus de familles que de familles nucléaires là,
tantes, oncles, grands-parents, tout le monde est sous le même toit, là. Je ne pense pas que c'est quelque chose de mauvais, là, mais certaines de ces choses-là font du sens. Mais il y a un temps et une place pour l'indépendance et l'autonomie, là. Il y a une place et un droit pour avoir une attitude compétitive, mais il y a une place et un endroit aussi pour le concept de cause à effet, hein. Ça, c'est comme tout le temps et partout. Alors, c'est un aperçu sérieux de l'aspect de la blancheur, là, ce qui a été fait par une travailleuse sociale qui écrivait là, sur ces choses principalement. À partir de là, on peut entrer dans la justice sociale critique. Ce script de blancheur suggère que de s'attendre de ces choses aux gens de couleur, c'est raciste en lui-même. Alors, la justice critique sociale, là, c'est ce que j'ai parlé de la victime. Le racisme est systémique. La civilisation occidentale est structurée pour le but expressif de maintenir la supériorité blanche. Ça, c'est l'intention principale. C'est pas un produit dérivé, là, c'est l'intention principale. On peut séparer le monde en oppresseurs blancs et oppressés les non-blancs. Ce sont les tenants là, de la justice critique sociale de Robert DiAngelo. C'est quelqu'un qui est bien connu pour son travail sur la blancheur et la supériorité des Blancs et le racisme. Celui qu'on représente ici, là, la question, c'est est-ce que le racisme prend place, mais comment le racisme se manifeste dans cette situation? Et ça veut dire que le racisme est toujours là. Quand il y a une interaction là, entre un blanc et une noire, ben, c'est racisme. On ne peut pas le voir parce qu'on ne regarde pas assez attentivement. On n'a pas été bien formé. Alors, d'autres principes, là, statu quo raciste, c'est bon pour la plupart des Blancs. Donc, tout ce qui est bon pour les Blancs ou qui n'est pas pour les Blancs est suspect. Les Blancs professeurs vont être plus légitimes et les autres doivent être plus engagés, hein. Je pense qu'on a mentionné ça dans la dernière présentation, là. Tu peux maltraiter quelqu'un ou tu n'as pas besoin de parler à quelqu'un là, à cause de la façon où ils sont positionnés comme blancs. Apparemment, pour être blanc, c'est d'être dans une position de privilège, de supériorité à tout moment. Ça, c'est l'idée. Résistance, c'est une réaction prédictive à l'éducation antiracisme et doit être adressée explicitement et stratégique. Résistance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les recherches critiques, ça veut dire poser une question. Ça veut dire quand quelqu'un raconte son expérience et là, tu dis, oh, un instant, là, il y a quelque chose dans ton histoire qui est négatif. Ça, c'est la résistance. Donc, d'avoir une conversation authentique pourrait être considéré comme la résistance. Alors, voilà les principes primaires là, de cette justice critique sociale. La forme problématique de DEI là, qui est sous-jacent à ces principes là, de la justice critique sociale. Michael Mills, la société de questionnement ouverte et la science comportementale, a mis une infographie comparant à la justice sociale critique versus sociale. Alors, celle qu'on est habitué, celle à laquelle on pense quand on parle des les droits civils dans les années 60, nuancée évidemment, là, mais alignée beaucoup plus avec les libéraux que la justice critique sociale. À gauche, focalisée sur des individus et des groupes, les libéraux, principalement des individus et des différences individuelles, mais euh, dans leur statut et leur hiérarchie. Donc, vous n'êtes pas un individu, vous faites partie d'un groupe. Et ce groupe a certains comportements qu'on s'attend. Et quand tu n'agis pas selon ces comportements, mais tu ne fais pas partie authentique ou un membre de ce groupe. Il y a encore le racisme prescrit ici.
On peut descendre à philosophie fondationnelle. Ils devraient être jugés par leurs caractéristiques personnelles plutôt que d'être associés à un groupe. Et ils ont une humanité commune, liberté d'expression, questionnement, l'économie, les choix, les droits de propriété, religion, etc. La justice sociale critique, hein, néo-marxiste, postmodernisme, identitarien et intersectionnalité, les individus sont identifiés principalement comme membres de groupes basés sur des caractéristiques sociales ou personnelles comme la classe économique, la race, l'orientation sexuelle, etc. Maintenant, à droite, la nature de la connaissance et la vérité. Les lois de nature agissent indépendamment, là. Ça a été découvert par l'observation et l'expérience et c'est assujetti à une révision avec de nouvelles preuves. Critique, ce qui a été promu comme la vérité, c'est un construct social, un narratif qui déclare de maintenir le pouvoir d'un groupe et opprimer d'autres groupes. La méthodologie object, logique versus subjectif et d'expérience. Encore une fois, c'est un biais de question. Encore une fois, c'est une discrimination en elle-même. Selon la Critical Social Justice, nature humaine. La nature humaine, c'est un résultat de la biologie, de l'évolution et l'influence religieuse versus construit du social, c'est d'apprendre ces théories, de comprendre et le déterminisme culturel. Donc, c'est très petit, là, malheureusement, mais il y a beaucoup de construits qui ont été faits, mais nous sommes construits à cet effet-là. Mais quand ce construit social fait que vous ratez le concept d'impartialité, eh bien, ça l'élimine l'excellence, si vous voulez, pour l'objectivité. Et ça, c'est un problème. Alors maintenant, les méthodes scientifiques, la cause à effet, l'expérimentation et ces choses-là, même si elles sont répliquées plusieurs fois, on ne peut pas leur faire confiance parce qu'il n'y a rien de tel comme l'objectivité ou l'impartialité. Voici comment le DEI, les initiatives là, sous-jacentes à la critique sociale, JCS en Californie, là, ils font une révision là, pour les écoles publiques des études et on voit aussi là, entre les études ethniques constructives et les études ethniques critiques et libérales. On peut voir, vous pouvez trouver ça là, de l'Institut pour les valeurs libérales ainsi que des pensées libres noires, le site web là. Free Black Thought, c'est un organisme que j'ai cofondé et je vais vous en parler un peu plus tard, là. Vous pouvez voir que nous avons des gens qui sont focalisés sur l'éducation, surtout, hein, et ils ont remarqué ces différences, évidemment, là, et je ne vais pas les lire, là, évidemment. Vous pouvez les trouver à droite. On voit qu'il y a quelque chose distinctivement non libéral sur ces études. Pourquoi? Parce que c'est sous-jacent à l'idéologie de justice critique sociale. Qu'est-ce qu'on a ici maintenant? Les ingrédients du antiracisme, là, la perte de pouvoir, la justice sociale critique, scriptive, racisme, le narratif strict, les allégeances, hein, comme on dit, la fausseté qu'il n'y a pas de vrais Écossais, encore une fois, la fausseté, et nous le retrouvons ici. Donc, ce que je veux faire maintenant, je vais arrêter de vous dire et je veux vous montrer. Je veux vous montrer à quel point que la justice critique sociale se manifeste dans les études supérieures. Une conférence, c'est sur la composition des collèges et la communication. C'est évidemment là, le fanion, c'est ce qu'il y a de plus élevé, là. Et je veux vous montrer aller-retour là, dans une question-réponse d'une présentation de quelques années passées. Donc,
La question. Avant d'entrer, là, je veux expliquer certaines choses. Le panel discutait de l'éducation antiracisme par écrit. Comment on instruit là, en composition, en écrit, de façon qui sont antiracisme, euh, d'une façon explicite. Et encore une fois, quand je dis antiracisme, je parle la diversité, inclusion, DEI, là, pédagogiquement. Donc, la justice critique sociale à la pédagogie. Et durant la période de questions-réponses, un des professeurs qui était là a posé cette question. Un des sujets du panel, c'était l'idée de standardiser l'anglais. Et comment standardiser l'anglais était racisme en lui-même. Un concept qu'on appelait le mission code, où on combine le dialecte de l'étudiant qu'il a à la maison versus l'anglais standard ou moderne, l'anglais moderne. Et ça permet aux étudiants d'écrire comme ça, ou ça permettait aux études d'écrire complètement dans leur dialecte qu'ils avaient à la maison. Alors, c'est ce qui se passait là, spécialement là, dans mon domaine. Là. La question posée par cette question, c'est ceci. Qu'est-ce qu'on fait avec leur résistance au code, par exemple? Dans notre classe d'écriture, quand ça vient de nos étudiants BIPOC, moi, je demande parce que j'essaie d'encourager à utiliser leur propre dialecte par écrit et surtout les étudiants noirs vont résister à cette pratique hein, pour les placer pour l'échec. Alors, ça reflète à quel point ils sont incorporés dans un système qui peut être raciste. Et on ne peut pas faire confiance aux efforts pour résister aux efforts de l'anglais américain standard là, pour composer et écrire. Alors, et, ils avaient une subvention là, pour suivre une classe de quelque chose qu'ils ne connaissent pas vraiment ou ils ne connaissent pas assez pour aller au collège, disons, ou une expérience de collège. Apparemment, voulant apprendre l'anglais standard est une pathologie. Si tu es un noir, tu devrais vouloir écrire Ebonics, le vernaculaire américain, le dialecte de la maison. Et ça, c'est de racisme prescriptif. Hein. Il regarde des étudiants et présume, basé à quoi ils ont l'air, quel est leur dialecte à la maison et quelle est l'attitude de l'anglais standard. Et il fait des présomptions basées sur la couleur de la peau. Ah, ça, c'était mauvais. Maintenant, c'était une vertu, apparemment. Racisme descriptif. Alors, une question du professeur et voici la réponse de la personne sur le panel à qui on avait posé la question. La raison est longue, là, c'est la partie 1. J'entends un étudiant quand même intelligent qui dit Hey, je suis venu ici là, pour avoir des choses pour du succès. Moi, en tant qu'enseignant, je ne veux pas enlever ça de l'étudiant. Alors, je me sens aussi comme si c'est vraiment merdique choix. Je dois créer une classe et une expérience d'apprentissage là, avec l'historique du linguistique pour qu'il puisse aller dans le monde et aller dans un système blanc suprémaciste et quand même avoir du succès. Bon, alors qu'est-ce qui se passe ici? Une autre présomption. Je dois créer une classe avec des expériences, avec l'historique d'une longue histoire de cet étudiant. Comment sais-tu quel est l'historique de cet étudiant? Tu ne le sais pas. On pense aux gens noirs hein, d'une façon monolithique. On prescrit des comportements à ces étudiants noirs. Bien, cette personne le faisait en tout cas. Ça s'améliore. En plus, je dois accepter, et ça va avoir l'air mauvais, mais je vais vous expliquer pourquoi les motivations égoïstes de cet étudiant à avoir du succès seulement parce que si cet étudiant, tu me mets en place pour l'échec, ce qu'il me dit, c'est que moi, je veux réussir dans ce système. Je veux gagner ce système. C'est correct, mais je pense que c'est un but immature d'une certaine façon. OK. Qu'est-ce que cette personne nous dit? C'est qu'un étudiant noir qui veut apprendre l'anglais standard est égoïste et immature. Pourquoi? Parce qu'en tant que personne noire, le devoir de cet étudiant, c'est d'essayer de réduire le système. On va entendre souvent des activistes de justice critique sociale
disant, ah, on brûle tout, on défait tout, et il parle de les principes de la civilisation occidentale, les valeurs libérales, l'égalité, libre expression, individualisme, droit de propriété, des choses qui faisaient partie là, des libéraux versus la justice critique sociale et son idéologie. Et s'ils apprennent l'anglais standard et ils vont avoir du succès, bien, ils maintiennent le statu quo. Ça ne peut pas arriver. Alors, ce professeur a un agenda qu'il n'est même pas gêné d'en parler, là. C'est pas de bien enseigner, non. C'est contre-révolutionnaire ou la révolution, point final. C'est de démolir les choses, c'est de changer le monde, de transformer le monde. Alors, cette classe d'écriture, c'est comme le cheval de Troie hein, pour l'idéologie de justice critique sociale. Il y en a plus. Et il y a tellement de plus grandes choses dans le monde qu'ils devraient viser que nos étudiants ne sont pas encore rendus là dans leur vie. Et c'est correct, et peut-être qu'ils n'ont pas été exposés parce que ce à quoi ils ont été exposés, c'est le capitalisme comme cette bullshit de l'éducation étant la façon où on peut devenir un bon pion dans le système et on obtient des habiletés. Alors clairement, cette personne n'est pas fan du capitalisme, hein, elle est marxiste. Alors on va prendre ça pour ce que ça représente et on a presque fini à sa réponse. Ça va jamais être assez. Tu rentres, tu sors, mais tu vas quand même être noir ou tu vas toujours être latino ou tu vas toujours être quelque chose d'autre. C'est pas tout à fait ça. Tu peux dire les mots blancs, mais ils ne vont jamais sortir. Ils vont toujours sortir d'un corps noir. Alors, encore une fois, là, la justice critique sociale, est-ce que le racisme est arrivé, mais comment s'est-il manifesté dans cette situation? Alors, cette personne suggère fortement que peu importe quoi ou que sera la situation, si tu es noir, ben, tu es oppressé, tu es opprimé, point final. Alors, la façon que tu parles et que tu te comportes, ça compte comme si ça devrait être la panacée, hein, la baguette magique qui va solutionner toute discrimination. Personne n'a dit ça. Mais il y a des gens qui disent ça. Donc, cette déclaration-là, euh, alors, quelque chose de ce panel, cette conférence, voici un manifesto, une déclaration de positionnement là, d'un groupe de professeurs qui sont dans le même champ de moi. C'est pas juste une autre déclaration, c'est une demande pour la justice linguistique noire. C'est très, très long. Là, j'en partage qu'un tout petit peu. Ce tout petit peu devrait quand même vous donner une bonne idée du reste. Voici une des demandes. Enseignants, arrêtez de dire aux étudiants noirs qu'ils doivent apprendre l'anglais standard pour avoir du succès parce que c'est comme ça dans le monde. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans le monde. Ça, c'est le racisme blanc, le racisme linguistique anti-noir. Est-ce qu'on utilise cette même rhétorique pour les étudiants blancs? En utilisant l'anglais principal de créer les noirs seulement pour faire du sens, là. Désolé, c'est très, très petit. Alors, est-ce qu'on utilise ces mêmes rhétoriques pour les étudiants blancs? Oui. Mais ce n'est pas de la rhétorique raciste, mais oui, on s'attend qu'eux aussi écrivent en anglais standard ou quelque chose de comparable là, à l'anglais standard. Un linguiste qui disait le langage de blanc ou la communication. Alors, ça veut dire que ce n'est pas juste blanc pour l'anglais, mais c'est reconnu comme l'anglais standard. Et eux aussi ont des mauvaises notes s'ils ne le font pas dans leurs écrits. Deuxièmement, en utilisant le mainstream blanc pour être jugé et traité injustement à cause de la couleur de leur peau. Non, mais on n'est pas supposé non plus. C'est une habilité qu'on apprend parce que ça pourrait peut-être être pratique un jour dans le contexte civique et professionnel. C'est pas supposé d'arrêter une police raciste de faire des choses racistes. Non, c'est pas supposé de combler les brèches d'inégalité entre les Blancs et les Noirs quand on parle de salaire ou d'éducation ou quelque chose comme ça. C'est pas supposé de faire ça. C'est un outil de communication.
Une autre déclaration de position, là, les citations, la justice de citation, exactement ce que vous pensez là. Les citations, c'est pas seulement une façon de bâtir une crédibilité pour faire des arguments, mais peut-être plus important, une décision pour amplifier certaines voix sur les autres et un argument sur quelles voix et points de vue sont valides, crédibles et valent la peine d'être retirés quand on bâtit la connaissance et la discipline. Sélectivement, de choisir et de reconnaître la considération éthique, mais d'une façon aussi d'élargir la portée de ce que ça veut dire de partager et de créer la connaissance au travers la rhétorique du champ de composition et des études d'écrit. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de professeurs à l'extérieur qui veulent citer un professeur noir parce qu'il est le plus pertinent à l'argument qu'il fait. Ça dit, tu sais quoi? Je veux le citer, mais il est noir et moi, je suis raciste. Alors, je vais aller avec l'autre personne. Alors, je peux maintenir la supériorité blanche. Non, je ne pense pas que personne fait cela. Et s'ils le font, ils ont des plus gros problèmes que les citations ou l'éducation, point final. Ils ont besoin d'aide psychologique. Moi, on m'a dit de citer les Noirs plus souvent dans mon travail si je voulais être publié. Moi, je suis noir, hein. Est-ce que moi, le fait d'être noir, ça compte pour quelque chose? Non. Et si ça peut m'arriver, eh bien, ça arrive aux autres personnes. En fait, certains éditeurs nécessitent la diversité de citations. Ouais. Une déclaration que tu soumets avec ton essai qui dit que tu as essayé d'avoir le plus de diversité dans tes citations et que tu étais dédié à faire ça pour l'avenir aussi. Alors, ça, c'était la mauvaise nouvelle. Voilà comment la critique de justice sociale est faite disons, dans mon domaine, mais on peut imaginer à quel point ça se manifeste dans d'autres domaines aussi, même dans le milieu médical maintenant. J'ai coécrit quelque chose avec un collègue, Cato, Jeff Singer, sur cela. DEI dans le monde médical, dans les écoles, en médecine, enlever du temps pour apprendre des pratiques médicales pour faire ces choses-là, hein, d'obéir à ces principes là, que je vous ai montrés tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ça veut dire habiliter l'antiracisme? On a parlé de mal le faire. Comment bien le faire, là? Comment, avec les membres de la faculté et le président, de qui j'ai parlé au début de la présentation, qui ont écrit cet article aujourd'hui disant ils ne veulent pas se débarrasser de DEI, ils veulent juste bien le faire. Comment faire ça maintenant? Voici une situation de feu Walter Williams. Il parle de le conseil que son beau-père lui avait donné lorsqu'il était jeune. Son beau-père lui avait dit, tu ne sais jamais quand le train d'opportunité va se présenter. Si ou il viendra, ne sois pas dans la position de dire, attends, laisse-moi aller chercher mes valises. Non, sois prêt et prêt à partir. Alors, quand j'enseigne, moi, j'imagine que j'aide mes étudiants à remplir leurs valises. Je leur donne des habiletés de communication, de rhétorique et d'écrit afin qu'ils puissent le mettre dans leur valise et être prêts avec cette valise quand l'opportunité arrivera. Disons, l'anglais standard pourrait peut-être les aider un jour et pas juste au travail, mais dans la vie de tous les jours. Une autre raison pourquoi j'enseigne, c'est quelque chose que je partage avec Michael Leff, un rhétoricien, si on peut l'appeler. Il appelle ça les rhétoriques humanistes civiques. Kairos, c'est le mot grec de ce que l'on parle. Je vais lire un peu de ça. Je sais que vous savez lire, là, mais j'aime faire ça. Pour enseigner la rhétorique dans ce point de vue de humanique civique, amène l'attention au caractère de ce cours et à la façon que le contexte d'une certaine situation limite et rende capable cette performance écrite. C'est ça la rhétorique.
Aristote définit comme l'habilité qu'en tout moment de discerner les moyens de persuasion. Chaque situation sera différente pour toi. Elle implique aussi qu'on est des individus avec une connaissance d'individus, des habilités, des choses comme ça. Donc, on, on évalue notre auditoire à meilleur de nos capacités hein, pour écrire. Alors, je continue. Le contexte, c'est un réseau interconnecté complexe de circonstances qui pourraient être perçues de différentes façons, généralement, mais toujours présumé une configuration différente et unique à chaque cas. Mais normalement, ça inclut la reconnaissance du temps, de la place et de l'occasion, et ça les met des sujets sous considération, le personnage de celui qui fait la rhétorique, l'auditoire et la présence de l'auditoire et leur présence de leurs attitudes. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, ça dit que chaque situation est différente et on doit regarder l'ensemble de cette situation pour parler d'une bonne façon. On n'a pas la même chose pour toutes les auditoires, là. On n'a pas les mêmes idées hein, parce que tu es noir ou parce que tu es blanc ou quelque chose comme ça. Les choses vont changer par rapport aux situations et c'est ça la rhétorique. Opérant dans ces données de circonstances contingentes, celui qui fait la rhétorique adapte son discours pour la fin et la fin, c'est d'influencer l'auditoire. Hein, il parle le but vraiment de le professeur de la rhétorique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la reconnaissance que la façon que tu parles ou tu écris va dépendre des situations. Il y a des situations où un étudiant noir qui est confortable avec l'anglais noir va aller évaluer la situation et va parler ou écrire en anglais noir parce que c'est l'anglais qu'il est capable de faire. Si le focus est de faire passer son point, si le point de focalisation, c'est d'expliquer l'état sous la crédibilité dans une certaine situation, et il y aura des moments aussi où un autre dialecte sera préféré. Hein. C'est la persuasion, c'est d'obtenir les idées dans l'auditoire. Quelle est ma meilleure façon pour faire ça? C'est pas de se soumettre à la supériorité blanche, non. On continue avec les bonnes choses. Voici des habitudes de pensée là, comme des résultats d'apprentissage. L'encadrement là, du succès dans les écrits postsecondaires. Un groupe d'une vingtaine, je pense, professeurs et étudiants d'école secondaire, multiracistes, mais la plupart blancs. Mais il y avait des gens de couleur aussi à l'intérieur. Et ils se sont rassemblés, ils ont fait la recherche disant que les meilleures habitudes de pensée pour les écrits postsecondaires et de pensée en général sont ci, la curiosité, l'ouverture, l'engagement, la créativité, la persistance, la responsabilité, la flexibilité et la métacogniscience. Curiosité, l'ouverture, hein? De ne pas penser que tu connais tout. Demande aux gens ce qu'ils pensent et pourquoi. D'être ouvert. Soyez ouvert à changer votre pensée. Engagez-vous à cette personne au lieu de simplement faire ton point sans écouter. La créativité, la persévérance, la responsabilité, d'être flexible hein, et la métacognition, de penser à tes propres pensées, l'autoconscientisation, l'autogestion. On penserait que c'est des bonnes choses. Mais au travers la lentille de la justice critique sociale, c'est les façons blanches d'apprendre. Et ça, c'est une déclaration du même professeur qui disait que l'étudiant noir qui veut écrire l'anglais standard sont immatures et égoïstes. Il dit, par rapport au document que je viens de vous montrer et la liste là, des habitudes de pensée que je viens de vous montrer, il dit ceci. Le point, c'est l'inévitabilité de représenter le blanc. Ça peut être viscéral hein, pour des gens de couleur. Vous devez sentir comment la blancheur et le bon cœur de gens intelligents comme ces gens-là, qui font d'excellents travail, peuvent remplir une salle avec leur blancheur à un point où une ou deux autres personnes dans la salle pourraient se sentir suffoquées. Moi, je vous dis tout de suite, là, je suis entouré de plein de gens blancs et je respire vraiment bien. Je suis très confortable en passant. Je veux que vous ressentiez comment un bon groupe de gens comme ça peut silencier
peuvent mettre sous silence les gens de couleur dans cette salle sans prendre le jugement et canoniser ces habitudes blancs comme des habitudes que tout le monde a en tête. Alors, ce qu'ils disent, c'est que ces habitudes, ça serait bon de s'approprier ces habitudes. C'est bon pour une communication bonne et dans la critique. Et voici comment ces barreaux sont mis dans ce discours. Alors, ce que cette personne dit, c'est que ces habitudes de pensée sont oppressives, spécialement si vous vous attendez de cela par les étudiants de couleur, spécialement noirs. Alors, quand moi je suis curieux, ouvert, engagé, créatif, responsable, persévérant et métacognitif, j'agis en blanc. Des choses comme ça, c'est pour ça que moi et plusieurs autres personnes, libérer la pensée noire. C'est un balado, c'est un site web. On va créer un curriculum et on va faire plus d'événements en direct. Pour parler à quoi? Eh bien, le racisme scriptif, le racisme écrit, de combattre que l'idée que tous les Noirs pensent pareil, ils ont les mêmes valeurs, la même attitude, les mêmes croyances. Alors, nous avons un journal représentant les voix que vous n'entendrez pas beaucoup là, dans les médias traditionnels. On passe les gens en entrevue dans notre balado que vous ne serez pas conscient là, si vous faites juste écouter les médias traditionnels ou les politiciens qui vont dire si tu ne votes pas la bonne place parce que tu n'es pas noir, tu n'es pas un vrai noir. Subsidiaire hein, de la persuasion mutuelle, et là, ça vient de décoller, vous n'en avez pas entendu à cause de ça. Et ça, c'est comment on parle efficacement au travers de nos différences. Les blancs avec les noirs avec les blancs, peu importe. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment on peut revenir là, au libéral classique de faire les choses plutôt que la justice critique sociale? Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on fait un modèle de la délibération, de bien débattre, un débat efficace. On donne exemple deux personnes qui essaient mutuellement de dire la vérité. Et on parle aussi un peu de ces gens qui n'aiment pas vraiment écouter les autres. Alors, une dernière fois, je vous pose la question. Le, L'antiracisme de qui? Quand quelqu'un dit qu'ils veulent commencer un DEI, un atelier de DEI, lequel? À qui ce DEI? Quand quelqu'un veut avoir une initiative DEI dans un atelier ou au travail, mais le DEI à qui? Celui de la justice critique sociale ou le DEI d'une personne qui pense d'une façon plus libérale? Il y a une grosse différence entre les deux, vous savez. Et avec cela, je termine ma présentation. Je pense que j'ai respecté mon temps. Oui. Merci, Eric. Eric, alors, on peut enlever le partage d'écran. Et évidemment, on a des questions. Je vais lancer dans les questions dans un instant, mais ma question que moi, j'avais, là, c'est, je pensais au discours de David. Quelle est une façon d'aller de l'avant, là, tu utilises, hein, libérer la pensée noire pour avoir plus d'exposition d'une vue plus libérale de l'antiracisme et de mettre en lumière les gens là, qui ont un point de vue plus libéral. Mais selon ton point de vue, qu'est-ce qui va faire bouger l'aiguille par rapport à nous retirer là, de ces faux pas là, qu'on devrait dire là, qui sont utilisés? Bien, une première étape, ça serait l'individualisme, ramener l'individualisme, et expliquer pourquoi ce concept existait au tout début. Une communauté, c'est comme le nominalisme. Une communauté, c'est un groupe d'individus en réalité. Et ils partagent certaines choses, mais tu sais quoi? Le concept d'association libre veut dire que oui, même si je suis interdépendant avec les gens, je peux choisir avec qui je suis interdépendant. Je peux aller voir ce groupe, je peux passer du temps
plus de temps avec l'autre groupe. En tant qu'individu, je peux faire ces choix. Et en tant qu'individu, j'ai mon propre point de vue, mes expériences, et je ne veux pas être interprété comme une personne noire en premier ou en deuxième. Non, Eric en premier, noir en deuxième. Et il y a des gens qui vont me regarder et qui vont dire, ils vont voir une personne noire en premier. C'est correct. C'est formidable, là, mais qu'ils puissent conclure de qui je suis basé sur ça sans me parler, eh bien ça, c'est l'enjeu. Regardez les gens comme des individus, posez-leur la question. Accueillez l'habitude, là, comme je mentionnais, là, la curiosité, la flexibilité, métacognition. Ce sont des aspects d'habilitation personnelle, hein. Moi, je pense que d'accueillir l'individualité dans ces états d'esprit sont les bons premiers pas. Alors, je vais partager certaines questions qu'on a dans les questions-réponses. Quelqu'un est intéressé à obtenir ta pensée sur les micro-agressions, à quel point ça a rapport avec l'EDI. Est-ce que tu pourrais voir les micro-agressions à l'intérieur de ça? Oui, les micro-agressions, c'est intéressant. Je comprends, là, quand quelqu'un dit, disons, je parle très bien, ils ne vont pas dire ça aux Blancs qui parlent très bien. Non, qu'est-ce qu'ils disent? Je comprends là, ce qu'ils veulent dire. Mais le concept de microagression, ça dépend hein, du racisme et le script du racisme, de dire que la personne qui travaille, bon, la personne la plus qualifiée devrait avoir le poste. Apparemment, c'est une microagression aux gens de couleur. De dire ça, c'est de dire, eh bien, tous les gens de couleur vont interpréter ça pareil. Non, moi, je ne suis pas offensé quand j'entends ça. Et je suis blanc, je suis noir. Mais il y a plein de gens à l'extérieur qui vont dire, mais je ne suis pas un vrai noir parce que je ne suis pas offensé par ça. Donc, les micro-agressions là, ont besoin de l'essentialisme où ça fait du sens. Ce n'est pas tout le monde qui interprète la même déclaration de la même façon, même si elles ont les mêmes choses décrites. Plutôt, tu parlais le code qui est emméché à l'intérieur là, ou tissé à l'intérieur, le collègue qui exprimait des idées qui peut-être n'étaient pas vraiment bonnes. Penses-tu que c'était un exemple de violence latérale? Et ça, j'entends ce terme de violence latérale assez souvent là, entre différentes minorités, les communautés autochtones ont des accusations de violence latérale. Est-ce que tu vois cela se produire? Eh bien, premièrement, je vais essayer de comprendre c'est quoi violence latérale. C'est quand une minorité maltraite une autre minorité? OK. C'est pas un terme que je connais. Je n'utilise pas ce terme. Moi, ce que j'ai vu, c'est un professeur, quelqu'un avec un pouvoir substantiel dans la classe, prescrivant un comportement à ses élèves. Il essentialisait là, les étudiants en mettant comme une maladie les choses qu'eux voulaient apprendre. Point final. Appelez ça comme vous voulez, là. Moi, je vois, c'est l'enjeu principal. Ce professeur, très sincère, là, et je lui donne crédit là, d'être ouvert sur ce qu'il fait, mais il n'est pas là pour la rhétorique et décrire. Non, lui, il veut transformer la société et il va utiliser là, cette classe pour que les gens le suivent. Tu as commenté une citation en disant, je pense que tu commentais ce que quelqu'un avait dit. Tu as dit, il est contre le capitalisme, peut-être il est marxiste ou quoi. Donc la question, c'est le fait que Karl Marx, son travail le plus connu, là, c'est le Capital, quand il parle de l'indépendance d'une société capitaliste. Et qu'est-ce que tu voulais dire là, par ce commentaire et à quoi il y a un rapport de l'EDI? Donc, ton commentaire sur peut-être quelqu'un est marxiste en disant, OK, pourquoi vous avez fait ce commentaire là, et à quoi le rapport avec l'EDI? Mais je partageais ce qu'il avait dit. Oui, il est marxiste. Et il le dit ouvertement, là, et il l'écrit d'une façon très, très visible. Mais mon point, c'est qu'il utilise la classe pour son but politique
particulier. Je faisais aucun commentaire sur le capitalisme ou le marxisme ou le communisme ou quoi que ce soit là. Mais dans ce sens, la justice critique sociale, comme beaucoup de théories critiques, il y a des connexions hein, au marxisme, même à l'école. Et c'est là où on le voit le plus cité. Donc, c'est un fil marxiste en tout ça, remplaçant bourgeois, prolétarien avec blanc et non blanc. Et on part de là. Mais c'était pas le point, là. J'avais aucun point par rapport à ce que je voulais dire. Une autre question, c'est Canada a fait beaucoup de progrès à soutenir les minorités. On a encore beaucoup de travail à faire. Comment répondre au fait qu'on doit porter attention et de comprendre les défis qui font face ceux qui ont une identité sociale ou certaines circonstances, être invalide comme être une femme, un vieillard, transgenre, autochtone ou les gens de la communauté LGBTQ2+. Est-ce que ce ne serait pas tous des biais, ces défis? Oui, oui, ça, c'est la métacognition. C'est une des habitudes de la pensée que j'ai favorisée. On devrait tous être autoconscients et de penser pourquoi on a cette pensée ou d'où vient cette pensée, pourquoi on continue d'avoir cette pensée même. On ne devrait pas essayer de projeter nos idées sur les gens sans les connaître. Alors, la façon de gérer cela, c'est d'aider ces gens, premièrement, c'est de ne pas être racisme scriptiste ou d'être des essentialistes. Là, de ne pas dire ah, tu viens de la communauté LGBTQ, alors tu dois te sentir comme ça, tu dois te sentir comme ceci. Si quelqu'un te dit je suis opprimé à cause de ceci, cela et l'autre chose, je dis, OK, parfait, bon, on va essayer de régler cela. Mais de dire bon, ben toi, tu es gay, alors tu es toujours opprimé, hein, ce discours-là que la discrimination se produit toujours, là. Eh bien, c'est pas vrai et c'est pas bon. C'est pas de penser, ça, c'est nous versus eux. C'est le genre de narratif qu'on utilise quand on fait ça. Alors, ça, c'est quelque chose que je ne veux pas faire du tout. Donc, oui, la discrimination et l'oppression, de toutes les façons, devraient être réglées. Je ne dis rien de moins, mais j'aime pas la façon à laquelle on gère cela. Et c'est un peu là aussi, là, c'est très difficile de parler de certains des enjeux de EDI parce que là, les gens vont dire, ah, mais bah, tu ne crois pas si, et c'est minorité et toutes ces choses-là, là. Donc, j'apprécie l'aspect de cette critique. Certaines m'ont rappelé du travail de Kwame Adamti. Moi, je travaille dans le secteur de DEI. Je suis des justices sociales et d'autres dans le secteur euh, pensent et agissent de la même façon sous le EDI. Plusieurs ont des enjeux avec le DEI corporatif, là. Donc, très difficile beaucoup de difficultés à entendre sa question, la façon qu'il parle, là. Donc, justice sociale ne se produit pas au travers de la formation et ce n'est pas du travail facile. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites dans cette question, là, et malheureusement, là, je ne sais pas si vous voulez répondre à ça. Eh bien, premièrement, se faire dire que je fais penser à quelqu'un, c'est une bonne chose. Parfait. J'aime ça quand on compare. Merci à la personne qui a dit ça. Je pense que, bon, la ligne finale, là, c'est le DEI contemporain, là, qui est critiqué par l'idéologie de justice critique sociale. C'est l'institutionnalisation de c'est institutionnalisé maintenant. Donc, les gens se font dire que pour être une bonne personne, tu dois me voir comme une personne noire en premier. Les gens qui sont contre le concept d'être aveugle aux couleurs disent aux gens de décider qui je suis avant qu'ils me rencontrent. D'être colorblind, ça veut seulement dire si je t'aime ou pas, ça ne dépend pas de ta couleur. Je le sais que tu es noir, mais je vais te parler en premier. Je vais essayer de te connaître avant. C'est tout ce que ça devrait dire. Alors, la nature scriptée de ça, et pourquoi je focalise beaucoup sur ça, c'est qu'on n'en parle pas assez, selon moi.
Et c'est le déclencheur de l'enjeu de me regarder, de décider qui je suis, ce que j'ai besoin et comment je me sens par rapport aux autres personnes. Et mes valeurs, mes croyances sont basées sur ma couleur de peau. C'est pas bon. C'est pas une bonne chose. Ça va pas n'amener rien nulle part de bon, là. Ça n'a jamais réussi. Alors, cette question demande, y a-t-il un espace DEI, l'antiracisme, ou pour les points de vue critiques et libérales? Donc, Critical Race Theory, là. Donc, il y a un exemple. Dernièrement, un collègue blanc revisait l'efficacité de vidéo pour un programme. Il disait que l'applicant noir n'était pas professionnel en utilisant des déclarations comme tu sais, vous savez ce que je veux dire dans la vidéo. Ça peut être vu comme raciste, mais je comprends aussi que non sur une lentille libérale. Alors, j'ai difficulté là, à faire coexister ces deux côtés. Eh bien, je vais expliquer pourquoi, mais parlons un peu de la personne qui dit que l'appliquant de couleur n'était pas professionnel. Ça non plus, c'est pas bon. Mais voici ce qui se passe. Ça dépend du travail. Alors, si le travail, c'est de s'occuper des communications en public et il y a un rôle pour cette position, eh bien, peut-être que c'est important. Mais s'il fait juste le dire d'une façon générale, là, que les gens qui vont parler d'une façon non formelle ne sont pas professionnels ou ne peuvent pas être professionnels, ça, c'est un problème. Alors, cette personne a besoin d'exercer la métacognition pour penser et savoir pourquoi, ça vient de où, ça, cette pensée-là. Mais revenons la libérale et critique justice sociale et pourquoi ils ne peuvent pas coexister. Une, c'est l'intolérance. Une est intolérante. L'autre tolère l'autre. Et on peut parler, là, on peut avoir une conversation de cela et je peux te questionner, moi, je peux te questionner. La justice sociale critique, ceux qui le représentent, par contre, voient certaines questions comme de la résistance et ils voient certaines interactions comme oppressifs. Euh, Certaines choses ne devraient pas être dites. On devrait rapidement les éliminer. Lorsqu'on décroît, lorsque j'ai expliqué là, la justice critique sociale, un peut parler de l'autre, mais l'autre ne peut pas parler de l'autre côté. Alors ça me suggère qu'ils ne vont pas bien ensemble. Un est ouvert, curieux, ça c'est de bonnes habitudes, mais l'autre ne l'est pas. Encore une fois, là, je reviens au discours de David. Là, à la fin de son discours, il nous disait, David, EDI devrait être mis aux poubelles et revenir, faire revenir sur notre chemin. Alors, je ne sais pas par rapport au contexte canadien, là, mais si tu donnais ton conseil au Canada là, par rapport à comment on devrait voir l'avenir de DEI au Canada, que dirais-tu? Que suggérerais-tu? La question est grande, là, mais eh bien, d'accueillir l'idée d'individualité et de délibération, hein, de parler des choses. Vous vous souvenez, hein, quand parler, c'était une bonne chose, là? Les habitudes de l'esprit que j'ai mentionnées, de mettre l'emphase sur ça et pourquoi elles sont bonnes. Moi, je comprends que les déclarations de se débarrasser de DEI dans son entièreté, je le comprends. Je comprends pourquoi il dit, mais je ne pense pas que c'est nécessaire. On peut appeler DEI et d'accueillir, mais comme mon comportement, de gérer entre différences et de cultiver des choses et des habitudes de pensée et de les utiliser quand on parle aux gens comme étant le plus authentique possible. Encore une fois, et je veux partager mon écran, encore une fois, si ça ne vous dérange pas.
Encore plus, il y a cet article qui vient de sortir aujourd'hui. L'Université de Auckland, je l'ai montré au début, mais on ne le voyait pas. Eux, ils essaient de bien le faire. Ils reconnaissent on ne veut pas faire le côté critique de l'aspect, mais c'est super simple et tout le monde qui a grandi aux États-Unis là, dans, je ne sais pas, les dernières décennies, ça devrait être défini d'une façon large pour servir la communauté. Je ne veux pas aller au pro, mais les campus devraient faire la promotion d'inclusion en se recommettant à une politique de liberté de discours. Alors, retenons pas le langage, mais faisons la promotion du langage. Ayons plus de discussions. Les collèges et les universités devraient rediriger le DEI pour être vraiment diversifié et inclusif dans les communautés, hein. Il y a beaucoup d'antisémites qui se passent ces jours-ci là, à cause que les Juifs sont considérés comme les coloniseurs, donc l'oppresseur et non pas l'opprimé. Alors ça n'irait pas là. On respecte tous les groupes. Et ça, c'est très court, mais c'est prometteur. C'est prometteur parce que ce dont il parle, c'est la liberté de justice libérale. Il parle d'apprécier les concepts d'individualité, la liberté d'expression, l'égalité, toutes ces choses-là. Et c'est de mettre beaucoup de foi dans la délibération, dans la discussion, d'avoir une conversation dans l'encadrement de la rationalisation et la raison et qui nous amène à trouver la vérité, partager nos idées et d'arriver à une compréhension. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici, là. Avec la société critique sociale, là, tout est déjà prédéterminé. Là, c'est la suprématie des Blancs qui sont les oppresseurs. Il n'y a pas de conversation, c'est fini là. Alors, si tu essaies d'avoir cette conversation, ça s'appelle de la résistance. Donc, pour raccourcir une longue histoire, ne faites pas tout ce que j'ai dit quand j'ai parlé de justice critique sociale. Faites l'opposé, l'inverse. Excellent, merci. Peut-être une ou deux questions. J'ai remarqué que les pratiques de DEI appliquées sur le GSE, ceux qui viennent sont monolithiques et partagent la même expérience de discrimination raciale sur l'histoire des États-Unis. Alors, comment les formes de critique de DEI effacent beaucoup d'histoires et il y a différentes approches là, sur la diversité et l'inclusion. Je pense que David en a parlé un peu là aussi. On crée, on crée des choses qui ne sont pas vraiment vraies. Malheureusement, son son a coupé, là, je n'ai pas compris. Donc, la question, c'est quoi? Comment ne pas créer euh, euh, la théorie de critical race, là, c'est de sursimplifier. Tous les Noirs sont pareils. L'histoire des Noirs aux États-Unis, euh, ça peut venir du Niger, ça peut venir d'autres endroits dans les Caraïbes et l'histoire, la culture est très, très différente, là. Donc, est-ce que c'est effacé là, par la théorie critique de la race? Alors oui, avec le TCR, ça s'associe un peu, mais c'est un peu différemment, c'est un peu plus large. Oui, la justice critique sociale ne fonctionne pas sans la théorie critique de la race. Ça prend l'essentialisme pour faire du sens. Donc, si vous allez, disons, faire DEI sous la justice critique sociale de la race, eh bien, vous allez voir les gens comme des monolithiques, là. Euh, il y a beaucoup de ça qui efface la complexité des expériences que nous avons eues dans notre histoire. Quand on parle des Noirs du Niger et les Africains américains, euh, il y a un succès des migrants noirs et des Caraïbes et l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, là, qui ont fait l'apogée de ça pour créer un nouveau terme.
Américains descendants d'esclaves pour les distinguer des gens noirs à succès qui viennent ici, qui sont heureux et qui réussissent et qui vont bien. Alors, de suggérer fortement qu'il y a une connexion essentielle entre l'Américain noir et l'histoire de l'esclave, là, de l'esclavage, et qu'on est affectés tous de la même façon de cette histoire, c'est absurde. Nous sommes tous des individus. Et moi, je peux reconnaître ce qui s'est produit. Je connais mon histoire d'une façon juste, mais je ne peux pas m'identifier avec. On ne s'identifie pas tous avec ça. On n'accueille pas ça comme si c'était qui nous sommes. Il y en a qui vivent dans le présent et visent l'avenir. Encore une fois, justice sociale critique, c'est du racisme descriptif. Quel est ton point de vue sur les actions fermentes? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait inclure dans le DEI ou est-ce qu'on a besoin de l'ajuster d'une certaine façon? Quelles sont tes pensées? C'est difficile comme sujet, évidemment. Moi, je pense que la décision de la Cour suprême pour se libérer des actions affirmatives comme elles sont dans le moment, là, comme un système de quotas, c'est une opportunité pour nous d'exercer à notre association et de faire les choses là, du bas vers le haut, localement. Moi, je crois beaucoup de prendre soin des choses d'une façon locale et pas du sommet vers le bas. Voici certains exemples. Beaucoup des argents qui sont dépensés sur les bureaucrates de DEI, beaucoup trop par collège. Ça pourrait être mis dans des programmes euh, immersifs là, de conscientisation. On fait pas juste voir les étudiants là, d'école très bas. Non, non, on les amène au campus. Et voici qu'est-ce que c'est d'être en biologie. Voici qu'est-ce que c'est d'étudier en anglais. Beaucoup d'enjeux de rétention au collège des minorités, hein, c'est parce que c'est mal présenté, mais s'ils sont habitués à la culture, moi, je parle vraiment là, mi-secondaire, là. Si elles sont habituées à cette culture, eh bien, il y a moins de pays bizarres lorsqu'ils vont y être. Et, et ils acquièrent là, ce qu'ils ont besoin à l'intérieur de ces écoles parce qu'on les rejoint là, pas quand ils arrivent au collège et là, c'est trop tard, ils doivent faire le rattrapage. Donc, je pense que c'est une opportunité pour nous de faire des choses comme ça. Il y a des programmes comme ça qui existent là, et ils vont quand même assez bien, là, de Take Charge au Minnesota, le projet Hidden Genius, là, un projet qui focalise. Il y a plein, plein de projets comme ça qui fonctionnent très bien et je l'ai vu. Euh, j'ai vu ce que admission à 100% au collège veut dire là, dans ces programmes et je l'ai vu de mes yeux et c'est très légitime. Alors, je ne vois pas l'éradication des actions affirmatives là, comme quelque chose de mauvais. Je vois ça comme une opportunité. Une opportunité pas juste pour nos étudiants, mais que nous puissions comprendre nos propres intentions d'agence, qu'on peut créer nos propres OSBL et de se rassembler avec d'autres gens et de faire les choses correctement euh, d'une façon efficace. Je crois que c'est bon. Alors, je pense qu'on va devoir arrêter là. Merci beaucoup. Il y a tellement plein, plein de choses. Je pourrais continuer de vous poser des questions pendant une heure, là, mais il y a tellement de choses à dire. Merci, merci beaucoup pour la présentation et les questions, les réponses. Ça a été vraiment une bonne discussion. Merci beaucoup, on l'apprécie. Merci à toi, merci à vous. OK, donc on va faire une pause pour dîner. Eric, tu peux demeurer aussi, écouter les présentations ou si vous devez partir, il n'y a pas de problème. Alors, 14 heures pile, on revient 14 heures heure de l'Est pour les présentations de l'après-midi. Alors, vraiment hâte de vous revoir. Merci et à tout à l'heure.